Alors, voilà, après les envahisseurs, la série codée des envahisseurs, on a montré que à Hollywood, donc on sait maintenant de sources sûres que ce qui chapeaute Hollywood, c'est le CIA. Donc même les francs-maçons de haut niveau le savent, puisque j'ai discuté avec un franc-maçon de haut niveau. Il dit « Ah, mais Hollywood, c'est le CIA ». Il m'a dit ça tout de suite. Hein. Et là, lui, il va chez les milliardaires, il guérit des gens. Donc c'est un ami qui m'a révélé ça. Mais je le savais, puisque Roseanne Barr, déjà, elle en parle. Elle dit qu'il y a une société secrète à Hollywood qui est dangereuse, quoi, qui manipule les acteurs. Et des images, c'est la guerre des images à Hollywood, donc de tout. Et ce que vous voyez, en fait, dans la fiction est réel. Donc ils inversent tout pour surtout pas qu'on comprenne. Ils n'ont pas besoin de scénario. Ils parlent de quelque chose qui vient de l'Atlantide, comme les nazis cherchaient. Et les nazis ont fait partie d'Hollywood avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale et après, puisque Werner von Braun était l'ami de Walt Disney. Et Walt Disney a adulé les nazis, quoi. Donc ça, on le sait, hein, Mickey, tout ça, c'est... Il y a des histoires de nazis dans Mickey, il y a des symboles nazis de partout dans Donald et Mickey. Donc voilà, alors on va partir maintenant la série Grimm, qui est une série, c'est aux États-Unis, où un lieutenant de police, Nick Burkhardt, avec son coéquipier Hank Griffin, vont découvrir qu'il existe des hommes à tête d'animaux. Ces hommes à tête d'animaux ont été évoqués par Edgar Cayce, dont toutes les lectures ont été justes, des milliers de lectures. Il parlait de l'Atlantide, il guérissait des gens, et il disait que des hommes à tête d'animaux existaient au temps de l'Atlantide, et qu'ils servaient une aristocratie, et eux étaient domestiqués par cette aristocratie, et on les appelait les choses. Et ils avaient des têtes d'animaux, et donc il y a le film, on verra l'affiche tout à l'heure, le film Atlantis, Terre engloutie, un film de 1960, je crois, et L'île du docteur Moreau, qui était sorti c'est d'après le roman de H.G. Wells, que H.G. Wells connaissait énormément de choses, puisqu'il connaissait Nikola Tesla, qui faisait des travaux sur l'invisibilité. Il avait écrit aussi L'homme invisible. Enfin, donc, il a écrit énormément de choses qui sont réelles, quoi. Donc là, il faut le savoir aussi. Au niveau socioculturel, il faut savoir où on en est, sinon vous perdez l'esprit à regarder des films dans les salles obscures en vous laissant hypnotiser par des images qui sont cryptées. Et si vous n'ouvrez pas les codes, vous devenez des zombies des images, c'est-à-dire de cette guerre de Lyde qui a commencé longtemps avant la Grèce antique, mais qui a perduré pendant la Grèce antique. C'était les démons de Lyde, quoi, Gorgone, tous ces monstres. Dans Ovide, on voit les harpies. Les harpies existent réellement aussi, mais personne n'en sait rien. Donc c'est pour ça que j'avais parlé de ce marin à Tarente, sur le cuirassier du lot, qui avait vu une escadrille d'hommes harpies dont les pattes qui étaient la longueur les griffes des pattes étaient de la longueur d'un bras d'homme et qui pouvaient soulever un bœuf, dit-il. Et curieusement, les harpies décrites par Ovide dit que les pattes peuvent soulever un homme, deux hommes. Donc ça m'étonnerait que le marin en 1945 à Tarente ait lu Ovide. Il dit la même chose et lui, il les a vus, les harpies, les hommes harpies. Et nous-mêmes, ma compagne et moi, avons vu un homme harpie qui volait dans le ciel, et c'est impressionnant, il mesure au moins 3 mètres de haut, et le marin à Tarente a vu, et il me disait qu'il mesurait à peu près 4 mètres de haut, et c'était en 1945, donc je pense qu'il y a une autre guerre de l'Atlantide en arrière-plan, avec des hybrides, des mutants, ce qu'on voit dans les X-Men, etc., est réel. Stanley Lieber, qui s'est fait appeler Stanley, avait certainement des dossiers, et devait faire partie aussi, comme je l'ai dit déjà dans mes autres conférences, de la Grande Loge du Vril, quoi. C'est pour ça que Flash Gordon aussi, dans les années 30, on voit plein de symboles, des archétypes qui correspondent à la guerre de l'Atlantide, qui continue aujourd'hui. Donc je rappelle, dans le premier tome, je parle du monocle noir, et dans le monocle noir, il dit le cinéaste que cette guerre dure depuis 10 000 ans. Et c'est vrai, c'est vrai. On n'a pas encore résolu le problème de l'Atlantide que les nazis ont récupéré. Ils ont récupéré le savoir atlante et ils ont volé les plans de Nikola Tesla pour ça, parce qu'avec Vivekananda, ils voulaient récupérer l'âge d'or sur la Terre pour refaire les machines atlantes, quoi.
dont le condensateur discoïdal, dont il avait dessiné les plans en 1907, qui sont devenus des soucoupes volantes après soi-disant extraterrestres, alors qu'en fait, c'est pour une méta-humanité. Ça guérit le cancer, ça rallonge la vie, etc. Enfin, je vous fais un résumé complet de mes conférences que j'ai déjà dit. Alors maintenant, on part, là. On va partir, je vais lire un truc. Alors d'abord, on va voir... le programme va me donner l'idée de ce que je dois dire. À force, je ne sais même plus ce que je fais. Il était une fois un homme dont la vie était si Grimm. étrange qu'on ne pouvait l'inventer. La série Grimm, je vous conseille de la voir. Hein. La noirceur de l'âme, le vrai visage. Les hommes animaux sont derrière tout ça et existent réellement. Les a été. Ils n'ont rien inventé. Hein, Hollywood. C'est sa destinée. Il était une fois. Ils vont découvrir, les héros, un monde de sorciers qui existe vraiment, chamans, etc. Et tout est vrai. Mais tout le monde va croire en regardant ça que c'est de la science-fiction. Malheureusement, on n'est pas assez éveillé. Il faut oser voir, passer du naturel, où on croit que les choses sont naturelles, c'est une croyance, au surnaturel, c'est-à-dire du physique au métaphysique. Et c'est très dur à l'homme de renaître dans la métaconscience. C'est très dur de devenir vertical. Ça demande des étages et un effort d'inspiration et physique pour ne plus traîner son corps comme une espèce de zombie, quoi. Il faut se réveiller dans l'énergie et non pas dans la chair et le sang. C'est ça le problème. Alors vous remarquerez que c'est ça, c'est Sortilège de Grimm et la quête du Graal. Si vous voyez la série, les 6 saisons, vous aurez un secret à la fin de cette série qui vous mène vers un autre monde qui existe réellement. Je l'ai vu, j'ai voyagé dans ce monde. C'est exactement ça. Et je sais de quoi je parle, hein, puisque j'étais en contact avec des ovnis dès l'âge de 3 ans, et je peux vous dire que c'est vrai. Alors, voilà Jacques Vallée, parce que seul Jacques Vallée, dans les années 1975 jusqu'à 1977, a répété inlassablement que le problème ovni n'était pas un phénomène extraterrestre. Moi, je l'avais découvert avant de lire ça, parce que j'avais déjà des tas de livres. Alors voilà ce qu'il dit. « Je crois que lorsque nous sautons à la conclusion que les ovnis viennent d'une autre planète, nous faisons une grave erreur. Nous examinons le phénomène au mauvais niveau, car nous n'avons pas devant nous une simple série d'événements résultant du débarquement d'explorateurs spatiaux. Nous avons devant nous un système de contrôle. » C'est dans le Collège Invisible, donc. C'est vrai, j'ai découvert la vérité aussi à propos, mais je ne connaissais pas Jacques Vallée. Et j'ai donc un document que inlassablement je relis à chaque fois. Est-ce que j'en ai fait de ça maintenant? Je l'ai, hein, ne vous inquiétez pas, je l'ai. Voilà, c'est son confrère Maurice Chatelain, qui était aussi astrophysicien, puisque lui c'est un astrophysicien. Maurice Chatelain a travaillé à la NASA sur, je crois, les moteurs de la fusée Apollo. Et il a découvert... donc il dit ce que révèle Jacques Vallée. Et là, ça donne une piste encore plus concrète que ce qu'il dit là. Ce que dit Jacques Vallée là. Je m'approche de la lumière. Parce que... Voilà. Jacques Vallée propose une nouvelle explication du phénomène des soucoupes volantes qui est encore plus invraisemblable que les précédentes. C'est ce qu'on croyait à l'époque parce que c'est un livre des années 70, ça. Mais qui pourrait malheureusement bien être parfaitement exact, et c'est exact en fait, hein, ce qu'il dit. Alors, il pourrait en effet exister sur la Terre, dont les continents ne sont que partiellement explorés et dont le fond des océans ne l'a encore jamais été, une société secrète très puissante disposant de ressources financières énormes avec des bases souterraines ou sous-marines où seraient construits et lancés des engins mystérieux en forme de soucoupe volante qui seraient propulsés par un champ unique semblable à celui que Brown avait découvert. Mais en fait, on ne parlait pas dans ses livres de Nikola Tesla. C'est surtout Nikola Tesla, le champ magnétique de Nikola Tesla avec les bobines interconnectées, et dont il avait démontré la puissance fantastique avec Einstein, parce que Einstein se faisait rabrouer par Nikola Tesla, parce que c'est Nikola Tesla qui a enseigné Einstein dans le domaine de du phénomène cosmophysique, et au cours de l'expérience de Philadelphie. Donc, il a fait partie de l'expérience de Philadelphie, Tesla, avec Albert Einstein, et il a découvert que l'armée... commettait une grave erreur en essayant de créer un champ magnétique autour de l'Elridge E173. Et il avait raison, ça a brûlé les 33 marines. 33 représentent la loge secrète franc-maçonnique. Et donc, il dit que
il y a une civilisation au fond des eaux. Donc ça fait très longtemps que ça dure, depuis certainement la lumière de l'Atlantide. Donc j'ai dit dans mon premier tome que le sage Baradoué décrit une civilisation d'il y a très longtemps qui possède des disques volants qu'on appelait les Vimana, Rukma Vimana, et c'était discoïde ou circulaire. Donc là, on a absolument les détails, grâce à Baradoué, de ce que veut dire Jacques Vallée. C'est-à-dire que le phénomène OVNI, je l'annonce parce que déjà, comment s'appelle-t-il, celui de l'OSS qui a écrit Le Matin des Magies, Jacques Bergier, révèle qu'on était dans les années 60, au début des années 60, au top niveau de l'antigravité. Alors on se demande où il est allé chercher ça, mais il connaissait, depuis 1943 qu'on avait fait les essais sur les champs magnétiques dans l'opération Philadelphia, cette notion de l'antigravité par les champs magnétiques. Et Nikola Tesla avait découvert par les champs magnétiques la notion de l'antigravité. Donc, ça voulait dire que l'homme doit progresser dans la science quantique. Il faut savoir que les Allemands avaient les surdiplômés de la science quantique, c'était Hans Kammler et Hans Kohler. Hans Kammler avait fait le programme Chronos de la cloche runique par aspiration au mercure rouge. Je viens d'apprendre par un franc-maçon que une veine de mercure rouge dans une boule de cristal a été découverte à cause du fait qu'il y ait le mercure rouge, la veine de mercure rouge, elle coûte des millions de dollars. Parce que le mercure rouge est un détonateur pire que la bombe atomique. Et donc les disques volants de Hans Kammler voyageaient grâce au fluide, le mercure rouge. Donc le mercure rouge est une substance alchimique très précise qui détermine que l'homme, s'il veut utiliser le mercure rouge, qu'on a découvert des lacs de mercure sous des pyramides, et dont la pyramide du serpent, Teotihuacan, je crois, sous la pyramide. Donc ils étaient utilisés déjà pour des voyages transdimensionnels, et ça n'a jamais été dit. Mais comme au procès de Nuremberg, on n'a pas compris la guerre ésotérique des nazis, ni de ce que faisait Lannes Herbeux, qui trouvait directement, grâce à ces surdiplômés de la physique quantique, des moyens à un niveau qu'on ne connaît pas. Et quand ils ont vu, les nazis, que en 1907, Nikola Tesla avait fait ses plans d'un condensateur discoïdal, c'est-à-dire d'une soucoupe volante sans énergie externe qui devait présenter à la Convention de Genève pour l'accès pour toute la planète gratuite à l'énergie libre et à la paix mondiale. Les nazis ont tout détourné, ils ont fabriqué une organisation secrète clandestine, ils ont déclenché 2 guerres mondiales, et les moteurs Porsche, pendant 39-45, Porsche, Opel, qui représentent la rune d'Odin, mais à l'horizontale, c'est-à-dire la double rune qu'on voyait sur l'école des officiers, c'est la force électromagnétique d'Odin. Certains vaisseaux se sont fait appeler les vaisseaux Odin, comme Onbu, Vril, etc. Et c'est pour ça qu'on est en retard d'au moins un siècle et demi avec cette histoire. Depuis 1860, on n'a pas progressé. Pourquoi ? Parce qu'on a été freiné. Et ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, par l'hyperconsommation, donnée comme gamelle par les nazis, puisque les nazis, si vous voyez le film, par exemple, le dossier Odessa, un film qu'on a essayé de mettre, il a été retiré d'Internet parce qu'il dit que dans les années 60, les SS ont tout repris le contrôle du monde. Ce que disait Robert Charroux en 1945, il dit les nazis reprenaient le contrôle du monde à travers des sociétés secrètes. Une d'entre elles s'appelle les Chevaliers de Poséidon. Or, dans le cas Ferrodi, le pilote du disque volant grand blond qui ressemble aux envahisseurs se fait appeler le gentleman de Poséidon. Donc c'est un des membres nazis de la société secrète, les Chevaliers de Poséidon. Et ils avaient des disques volants. Ils ont montré à Ferrodi le moteur, qui était des bobines interconnectées, qui était l'œuvre majeure de Nikola Tesla. Ce qu'on revoit dans les Télé 7 jours et Télépoche, les envahisseurs, on voit que David Vincent, il est à côté d'une bobine de Tesla, mais à l'époque, on ne savait pas ce que ça voulait dire, on ne connaissait pas les bobines de Tesla. Tout ça a été découvert après dans les années 90 sur Internet, et encore, ça a été dit dans les années 2000 qu'il avait fait après les années 2000, qu'il avait fait son condensateur discoïdal. On peut voir ça sur UFO of Tesla, un petit film de 5 minutes, UFO of Tesla et Anti-Gravity, je crois, Anti-Gravity ou quelque chose comme ça. Et là, vous pouvez voir, c'est un espagnol, c'est sous-titré américain, anglais, mais vous comprenez tout, hein, que les nazis ont tout repris. Tesla avait décidé de faire des antennes, et avec son condensateur discoïdal, sa soucoupe volante, on voit la photo de la soucoupe volante de Tesla, grâce aux antennes qu'il aurait mis partout dans le monde, la soucoupe
recevait l'énergie électromagnétique et pouvait planer comme ça dans les ondes électromagnétiques, ce que fait HAARP, mais d'une manière à l'envers, quoi. Et je vous expliquerai tout à l'heure quelque chose d'autre. Donc on va continuer là, parce que je me mets en retard. Sinon on va discuter jusqu'à minuit là. Alors voilà, je vais parler d'un dispositif sur la Terre. Donc le dispositif, vous devez comprendre ce que représente la Terre. Les recherches nazies ont abouti à la construction des disques volants de Nikola Tesla, donc quand ils ont récupéré les plans de 1907. Les moteurs Porsche, comme j'ai dit, BMW, tout ça ont été arrêtés, les moteurs à essence, et ils ont fait les moteurs électromagnétiques. Pourquoi ont-ils fait les moteurs électromagnétiques? Vous allez le savoir. Je vais vous lire un passage d'un homme qui s'appelle John O'Neill. Il a écrit 2 volumes en 1893 et 1897. Seulement John O'Neill, il n'a pas été traduit, donc ça s'appelle La nuit des dieux, donc The Night of the Gods, de John O'Neill. The Night of the Gods, voilà. Je vais vous lire une révélation, c'est-à-dire que vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe tout à coup, les religions, on n'est plus dans les religions, mais il ne faut pas avoir peur, ce qui est quantique est quantique, on doit vivre le quantique, même dans notre imaginaire, car tout passe par l'imaginaire. Chez les nazis, tout passait par l'imaginaire. C'est pour ça qu'ils ont fait une hiérarchie très précise de commandos, donc de ceux qui se battent, de ceux qui réfléchissent, et de ceux qui, instantanément, peuvent réaliser des machines. Et comme ils ont copié Tesla, c'était facile, après avoir pris tous les brevets de Tesla avec l'US Navy, l'armée américaine, etc. On a découvert Tesla mort et son coffre était ouvert, il n'y avait plus rien dedans, au New Yorker. Hein. Alors voilà, je vous dis ça. Je vais vous lire ça. D'après John O'Neill, les mythes, symboles et légendes du monde entier se rapportent à la révolution des cieux autour du pôle céleste. C'est-à-dire ça nous ramène au nord du monde, c'est-à-dire vous récupérez votre mémoire au niveau de votre corps, c'est l'axe. Et ne plus perdre le nord, c'est-à-dire suivre la trace polaire de votre, ce qu'on appelle de votre cerveau et l'axe de la colonne vertébrale qui rejoint l'axe de la planète, parce que par amour et par fusion des 4 éléments, vous devenez un 5e élément. Par fusion des 4 essences, vous devenez une 5e essence, car toujours a existé le chiffre 5, c'est pour ça qu'on a 5 doigts, et c'est l'étoile, c'est-à-dire... Vous écartez les bras, vous avez la tête, vous êtes l'étoile à 5 branches, le pentagone est l'étoile de l'homme, mais à l'envers devant la ville de Washington, c'est-à-dire c'est tout diabolique. Mais ce qui n'est pas inversé, c'est l'ordre des choses primordiales, c'est-à-dire l'étoile à 5 branches entourée d'un cercle et la super protection. C'est pour ça que l'armée met sur ses jeeps, sur les capots des jeeps, l'étoile à 5 branches autour d'un cercle. C'est un talisman magique et ça n'est pas autre chose que cela. Il ne faut pas croire que c'est l'armée, parce que c'est l'armée. L'armée, en arrière-plan, ils utilisent des sorciers chamans et des hommes assez diaboliques pour diriger le monde dans la magie noire maintenant. Et c'est pour ça qu'ils utilisent la bombe atomique qui est le démon qui représente Satan à travers ce qu'on appelle l'image de nos sociétés guerrières pour détruire le monde dans des radiations nocives, des énergies poubelles, que ce soit le pétrole, etc., tant qu'on n'atteint pas ce que voulait faire Nikola Tesla, qu'on appelait le sorcier de l'électricité, sorcier comme étant une magie, parce que c'est le champ électrique de la Terre qui doit prendre après le relais pour nous et nous entourer, nous englober d'un champ. Mais ce champ est spécifique. Je vous expliquerai ça après. Alors, je relis. Donc, la révolution des cieux autour du pôle. O'Neill était un fonctionnaire et diplomate anglais à la retraite et assez orientaliste pour écrire un manuel de japonais. Sa théorie est la suivante. Le Très-Haut, la déité adorée symboliquement dans les hauts lieux, était le dieu de l'étoile polaire qui siégeait au fait céleste du cosmos, le pôle nord des cieux. Partant de là, O'Neill juge que cet archétype est en mesure d'absorber et d'expliquer l'ensemble des mythes, légendes et pratiques folkloriques qui ont trait aux arbres, aux poteaux, aux baguettes et bien sûr aux pôles. Alors, il faut comprendre ce qui a trait aux arbres et il faut comprendre que le champ magnétique de la planète est induit à travers ce qu'on appelle par exemple la Schwarzwald, qui est la forêt noire, qu'on retrouve dans Grimm. Tout est basé sur les légendes de la Schwarzwald, des hommes, animaux et autre chose encore, des possibilités humaines grâce à la forêt noire. On n'a pas le droit de couper un seul arbre chez les Allemands de la forêt noire. Tandis qu'en France, les francs-maçons ne font que couper les arbres centenaires, voire millénaires, parce qu'ils savent la magie que ça dégage pour le peuple et la protection que ça apporte. C'est donc un rituel
satanique. Chaque fois qu'une personnalité politique, il coupe un arbre centenaire qui arrive en France, il coupe un arbre centenaire. Et même, j'ai appris que là où on est, dans une cour, il y a un homme qui a dulé cet arbre centenaire qu'il y avait dans une cour, et une nuit, ils l'ont complètement scié, alors qu'il était énorme. Il n'a jamais su pourquoi, il n'a jamais su ce que c'était, et ça l'a énervé à un point, parce que les francs-maçons, aujourd'hui, qui sont au pouvoir, comme Macron et tout ça, c'est d'origine satanique, quoi, maintenant. Bravo. Ben voilà. Alors donc, je continue. Le Très-Haut, d'hérité adoré symboliquement dans les hauts lieux, était le dieu de l'étoile polaire qui siégeait au fait céleste du cosmos, le pôle nord des cieux. Partant de là, O'Neill juge que cet archétype est en mesure d'absorber et d'expliquer l'ensemble des mythes, légendes et pratiques folkloriques qui ont trait aux arbres, aux poteaux, aux baguettes et bien sûr aux pôles. Ils symbolisent tous l'axe qui relie ou sépare la Terre et le ciel. Selon sa lecture des mythes, la terre et le ciel n'étaient pas séparés à l'origine. Leur scission fut le premier acte de la création. La mutilation de Chronos par Zeus fut un aspect de cette séparation, alors que le phallus, bien loin d'être un symbole premier, n'est qu'une autre figure du pilier axial qui fut érigé après l'événement. On pourrait adapter à la théorie d'O'Neill la raillerie qui s'adresse aux symbolistes du phallus, c'est vrai, parce que ce n'est pas l'histoire du phallus la plus importante, c'est l'axe de la planète qu'on doit gérer dans le champ magnétique. Et on ne doit pas bloquer avec le sexe. Il n'y a pas de sexe pour ceux qui veulent faire monter l'énergie. C'est une illusion de s'arrêter au désir simplement de surface, quoi. Ça nous bloque. On croit qu'on est sexuel de chair et de sang, alors qu'en fait, on est esprit. Mais on ne le devine pas parce qu'on n'arrive pas au champ magnétique de la Terre comme ça, à la verticale. On reste linéaire. On est coupé de la verticalité pour rester seulement linéaire comme une sorte de bétail humain. Le karma, ça s'appelle pour moi. Donc voilà. Donc, on pourrait adapter à la théorie d'O'Neill la raillerie donc, qui s'adresse au symbolisme du phallus et aux freudiens. Tout ce qui est plus long que large est un symbole axial. L'ingéniosité d'O'Neill va bien au-delà. Il parle par exemple des pierres sacrées tombées du ciel. Donc c'est les fameuses météorites que recueillaient les Égyptiens pour fabriquer des armes magnétiques, qui se révèlent être souvent de fer aimanté. Parmi les nombreux exemples qu'il donne, la pierre de la Grande Mer à Pessinus en Phrygie, la pierre d'Emesa que l'empereur Héliogabale emporta à Rome, et la pierre noire enchâssée dans un angle de la Kaaba à la Mecque. Leur origine céleste indique que ces météorites viennent du Très-Haut, dont le siège est l'étoile polaire. De plus, elles pointent vers le nord quand on les suspend ou qu'on les plonge dans l'eau. Donc elles pointent vers le nord, tout va vers le nord. Et au pôle nord terrestre, la légende ne dit-elle pas qu'il se trouve toute une montagne en magnétite? J'ai trouvé la montagne, et c'est Ingrid Molina qui a trouvé cette montagne noire. Donc en magnétite. Cette montagne, située sur le nombril de la Terre, est le prototype de toutes les roches sacrées, comme l'omphalos de Delphes, et l'origine de pratiques telles que la contemplation du nombril dans l'hésychiasme, qui permet aux moines de voir une lumière éblouissante, une lumière intérieure évidemment. Toutes les villes et autres lieux considérés comme ombilicaux, et O'Neill de nommer Cusco, les tertres du Mississippi, Jérusalem, Babylone, Athènes, Delphes, Paphos, Samarcande et Boston peuvent très bien être les ramifications d'une naissance cosmique et primordiale perdue, du nombril ou moyeu terrestre nordique de l'arbre axial du cosmos. Le pôle est le suprême arcanum ou secret, car arx est le pôle céleste qu'O'Neill, contrairement à l'étymologie courante, donne à l'origine du mot latin désignant un sommet, une haute colline, une citadelle. Toutes les arches, tous les coffres sacrés deviennent alors dépositaires du secret du sanctuaire polaire, l'Arcadie. Alors voilà, l'Arcadie, on peut expliquer maintenant quel est le secret du roi Arthur pour cet autre monde que l'on ne voit pas, qui est situé dans notre métaconscience, mais qui demeure la partie immergée de nous-mêmes, puisqu'invisible, puisque nous sommes toujours en projection vers le monde extérieur, et jamais on rentre dans le royaume intérieur pour démultiplier le pouvoir de l'énergie libre en soi, le circuit imprimé dont parlait Bruce Lee, le cobra d'or. Donc les pharaons possédaient le cobra d'or sur le front. Pourquoi? Parce que la colonne vertébrale drainait l'énergie cosmotellurique et qu'ils étaient en perpétuelle stase cosmotellurique de manifestation divine. C'est-à-dire ils généraient l'archétype électromagnétique de feu en eux pour se transformer et atteindre l'univers invisible.
cette peur de l'occidental, de ce genre de choses, freine l'homme à renaître une seconde fois, ce que dit le Christ, le KRST Horus, c'est-à-dire le Christ des pyramides de la Haute-Égypte, était KRST, qui est devenu chez Grec Christ, C-H-R-I-S-T. Mais avant tout, c'était une connaissance, un savoir qu'on appelle la gnose dans la Bible de Nag Hammadi. Alors là, ah mince, il n'y a plus les montagnes ? C'était les montagnes. Je voulais juste expliquer ça. Voilà, alors vous avez au nord du monde la carte de Mercator et deux globes ramenés par John Dee, on verra John Dee tout à l'heure, là. Au centre du pôle, donc c'est... alors, que je ne dise pas de bêtises. Au centre du pôle, c'est Ingrid Molinard, donc une experte qui dit... Au centre du pôle Nord trône un rocher noir élevé appelé le Rupes Nigra i Altissima. Et comme John Hill dit que c'est une magnétite qu'il y a au centre du pôle, c'est cette montagne que vous voyez qui serait sous 1500 mètres de glace. Parce qu'il faut savoir que l'armée américaine n'utilise pas les cartes satellitaires géostationnaires qu'il y a dans le ciel. Ils utilisent les cartes d'Horatius Finaeus de la Renaissance italienne pour connaître les zones secrètes sous les glaces. Or, ça nous renvoie au maire Bailly, je crois que c'était début des années 1900, qui dit que le paradis terrestre est sous le pôle arctique. Il savait ça. C'est-à-dire le Rupes Nigra Altissima est une immense magnétite géante qui dérègle les boussoles. C'est le fameux dispositif appelé par John Hill le Très-Haut. Le Très-Haut, donc, est réglé comme du papier musique, comme un dispositif secret qui correspond au corps humain. Et vous avez au sommet dans votre crâne, au niveau de votre cerveau, vous avez vous-même une magnétite comme l'ont les pigeons voyageurs pour se diriger à la lumière des étoiles. Notre magnétite n'est plus en marche. Pourquoi ? Parce qu'on ne vibre plus, on ne sait pas vibrer. Mais moi, je sauve dans la résidence où nous sommes, à Saint-Michel, je prends des abeilles qui se perdent dans les couloirs contre des vitres et elles ne peuvent plus voler, elles perdent leur énergie. Et il faut savoir que quand vous prenez une abeille, vous la mettez sur votre mouchoir et vous l'élevez dans le soleil, tout de suite ces batteries solaires remarchent et elles s'envolent au bout de quelques... D'abord, il faut qu'elles rebourdonnent. Tant qu'elles ne rebourdonnent pas, vous êtes obligé d'attendre jusqu'à ce qu'elles rebourdonnent. Et quand elles rebourdonnent, elles peuvent s'envoler. Le bourdon, c'est dans Les Aventuriers de l'Arche perdue où... le héros, je ne sais plus comment il s'appelle, le héros. Indiana Jones il parle du bâton bourdon de Ra. Le bâton bourdon de Ra, c'est un dispositif qui permet à la lumière de passer, mais qui fait bourdonner un bâton, quoi. Et le bâton, c'est notre colonne vertébrale. En réalité, il faut bourdonner pour faire vibrer la magnétite, comme un peu une corde de guitare. Et là, vous comprenez à quoi sert la Terre, c'est-à-dire qu'elle bourdonne, elle crée des longueurs d'onde. Et là, vous avez au centre ça qui, sur tous les sommets, comme John O'Neill le dit, va bourdonner et va créer une membrane cristalline électromagnétique vibratoire. C'est un ciel donc qui a été qui représente le dispositif, c'est-à-dire une membrane un peu comme une plure d'oignon, on pourrait presque dire ça, translucide, transparente, que vous ne voyez pas, mais qui est interdimensionnelle. C'est pourquoi Tesla avec Eiffel ont créé la tour Eiffel. C'est-à-dire qu'elles reçoivent directement le bourdon du pôle, c'est-à-dire la vibration de la Terre, certainement 7,5 MHz, pour nous coller à la Terre verticalement et dresser l'énergie cosmotellurique que l'on a, qui passe par la Terre et arrive des pieds jusqu'au sommet du crâne, pour passer la dimension qui est multidimensionnelle au pôle que l'amiral Byrd, dont l'amiral Byrd a parlé, c'est-à-dire il dit qu'il voit une Terre dans le ciel, il voit des animaux préhistoriques, voilà ce qui s'est dit dans le carnet de l'amiral Byrd, mais il n'y a pas d'extraterrestres, c'est vraiment une zone interdimensionnelle où vous retrouvez des peuples anciens, devenus certainement immortels, dans d'autres zones d'espace et de temps, parce qu'au pôle Nord, les mondes sont multidimensionnels, comme au niveau de notre crâne, on arrive au monde dit multidimensionnel par l'éther, parce que le champ électrique de la Terre électromagnétique atteint l'éther. Donc il faut avoir une inspiration et une expiration longue il faut s'allonger un peu comme un homme élastique pour savoir se définir et ce que l'on est.
On va apprendre à voir ce que l'on est au cours de tout ça. Donc ce que vous avez, le Rupes Nigraetissima, Ingrid Molidar dit, je lis ce que dit Ingrid Molidar, c'est intéressant. Elle dit « Au centre du pôle Nord trône un rocher noir élevé appelé le Rupes Nigraetissima, autour duquel coulent les 4 fleuves de la Genèse. » Donc là, c'est dans le moment présent, il se passe quelque chose. C'est pour ça que l'armée américaine a les cartes. Et c'est interdit d'aller au pôle, c'est interdit de... Donc c'est l'OTAN, tout le monde est autour de ça pour surveiller tout ça. Mais il y a une guerre polaire, dépolaire, dont... des hommes yétis qui c'est évoqué par James Roberts, l'historien qui aurait été en Antarctique, qui aurait des commandos anglais auraient pris part de guerre entre les disques volants nazis et des yétis qui sont domestiqués par des nazis, quoi. Et c'est toujours le cas encore à l'heure actuelle, très certainement. Voilà, ça garde la porte de l'autre dimension et aussi des bases qui sont au centre de la Terre. Alors là, en latin, Mercator a dit qu'il y avait un vortex au pôle Nord et que les descendants du roi Arthur habitaient les îles autour du pôle et faisaient un commerce dans des bateaux qui allaient jusque de l'autre côté. Donc c'est le monde d'Arcadie, de par John O'Neill. Arcade ou arc ou axe veut dire que c'est le secret du Très-Haut, mais le Très-Haut est un dispositif. Ce n'est pas vraiment Dieu, ce n'est pas le Dieu des religions, c'est un dispositif parce que c'est nous qui sommes le représentant de Dieu. On est un KRST nous-mêmes, mais on n'a pas déclenché le regard intérieur, donc on ne voit rien, on ne sait rien, on ne vibre pas, c'est-à-dire on est paralysé, quoi. On est un peu malade de la tête. Nos sociétés nous ont rendus parce qu'on court après des diplômes, de l'argent, alors que ce n'est pas du tout ce que nous demande la nature. La nature nous a déjà élus. Donc il y a un maître hindou qui avait dit je n'ai pas besoin de gagner ma vie puisque je l'ai déjà, parce que ce n'est pas la survie. Il ne parle pas de la survie, il parle de la vie réelle. Et comme Jean le Baptiste disait, si vous ne cherchez pas à vous élever, vous ne voyez pas la vie. Donc c'est ça qu'il faut voir. Il faut comprendre le dispositif de la planète Terre, qui est tout amour pour nous élire, et comme une chrysalide, c'est-à-dire de passer de l'état de chenille sur le plan concret de la 3e dimension à celui de papillon, quoi. Donc vous voyez, c'est tout un travail qu'il faut faire de mémoire. Merci. Donc, voilà, et on n'a pas à obéir à des gens délétères qui mentent toute la journée, les gouvernants mentent toute la journée, ça ne passe pas par l'arche du cœur, ça passe par leur intellect qui va directement au sexe. Donc ils n'ont pas le droit à la parole, c'est nous qui avons le droit à c'est le peuple qui a le droit à la parole, tant qu'il n'est pas conditionné par le Satan ou Lucifer, dont il représente l'être décadent au sommet des pyramides dans la haute franc-maçonnerie. C'est pas ça du tout. Donc c'est nous qui devons maintenant parler, et pas eux, parce qu'eux ne racontent que des mensonges, et c'est criminel en plus. Voilà. Alors bon, maintenant...